Aujourd'hui, nous rencontrons Vivian Mériguet, cofondateur de l'agence digitale Wild Solutions. Nous discuterons avec lui communauté Web3. Comment les faire croître et comment les animer sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Une des difficultés justement dont on aimerait en fait avoir un petit peu le sucre de votre pensée, c'est la question en fait de la communauté. La communauté, c'est un des points en fait d'orgue lorsqu'on parle justement de la crypto. Tout se joue autour de cette communauté qui est soi-disant décentralisée. Vous proposez de les créer, voire de les faire croître, surtout justement vis-à-vis de personnes qui sont des start-upers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus comment est-ce qu'on fait croître une communauté, comment est-ce qu'on fait exister une communauté et en quoi en fait votre agence aide dans ce genre de thématique? Oui, tout à fait. Le Web3 a ses spécificités, ses codes, ses outils, ses plateformes spécifiques. Donc déjà, il faut les maîtriser. C'est quoi les plateformes spécifiques avant le Web3, personne n'allait sur... Enfin, si, à part les gamers, pas grand monde allait sur Discord. Les cryptos, on sait très bien que beaucoup de choses se passent sur Telegram, sur X, sur Twitter. Aussi un petit peu sur Instagram, ça va dépendre de YouTube, Twitch, LinkedIn aussi, tout à fait. C'est aussi, bien sûr, c'est un bon moyen de traction. En fait, c'est vrai que, un petit aparté, 2024, et c'est pas que dans le Web3, on est arrivé à une situation d'éclatement des plateformes et des réseaux. Donc, avant de lancer un projet, il faut savoir où est-ce que son buyer persona est et comment aller le travailler et comment est-ce qu'on va l'activer derrière. Et c'est pas la même communauté vis-à-vis de chacun des réseaux sociaux, en fait, finalement, c'est une communauté... c'est pas les mêmes communautés, c'est pas les mêmes codes, on va pas activer les mêmes formats, on va pas activer les mêmes types d'influenceurs. Donc, chaque plateforme, malheureusement, a ses propres codes et il va falloir faire des efforts, ou en tout cas, choisir les bonnes plateformes pour pas éclater ses efforts sur toutes les plateformes. Et ça, c'est un des Mais on a l'impression, ce que vous dites là par rapport au Web3, il y a ce côté un peu comme dans le Web2, c'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure des buyer persona. On sait que c'est la clé et même encore aujourd'hui, c'est toujours pas intégré que c'est hyper important de savoir à qui on va parler. Oui, c'est souvent des écueils, que ça soit une corpo ou une start-up, elle va, au moment de son business model, va faire tout son plan financier, etc. Et souvent, la partie marketing va peut-être pas être assez rédigée. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas de budget, ils vont prévoir du budget, ça va être budgétisé, mais ils ne vont pas faire l'effort d'effectivement mettre sur papier leur buyer persona, où est-ce que est mon audience demain, et traduire ces buyer persona en stratégie marketing, activer le bon réseau, mettre le média au bon endroit, les bons influenceurs. Donc, vraiment un travail de stratégie et d'audit en amont qui doit être fait, qui est peu fait. Moi, je vois arriver complètement nécessaire, en fait, qui est indispensable. Et les briefs que je vois passer quand il y a un brief, parce que des fois, le brief, c'est un call, c'est à l'oral ou c'est 2 calls, et quand il y a un brief, c'est pas assez travaillé. Et on perd beaucoup de temps là-dessus avec le client au départ, et c'était pas forcément prévu dans la roadmap. Donc, ça, c'est souvent le cas. Ils ont quelle approche de Discord, par exemple, parce que là, vous parliez des réseaux et notamment de Discord. Pour eux, ça, en général, ça ressemble à quoi? Ou c'est quoi? Ou quelle approche ils en ont? Discord, c'est là où il faut amener la communauté. Donc, en fait, il y a une première phase d'outreach où on va utiliser des leviers comme X, Twitter ou du paid pour aller chercher la communauté ou des influenceurs. Et ensuite, on va considérer on va inviter la communauté à aller sur Discord pour échanger avec la marque. Et donc, ça, c'est la partie animation, en fait, c'est ça? Animation, rétention. Rétention, c'est là où on va faire de la rétention, c'est là où on va travailler le message, c'est là où on va faire du vrai community management, au sens, j'ai envie de dire, originel. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec le Web 2, c'est qu'au tout début de Facebook, on pouvait parler de community management. La marque interagissait réellement dans les commentaires et dans le feed avec ses followers. Elle était attentive, d'ailleurs. Et était attentive. C'est plus du tout le cas. Je veux dire, maintenant, Meta, les outils Meta, c'est un feed, c'est une pub télé, quoi. C'est top-bottom, quoi. Ouais, c'est exactement. Il y a beaucoup moins d'engagement. Alors que sur le Web3, ça ne triche pas. Quand on est sur Discord, la marque, elle est en front avec l'user final. Elle va devoir communiquer en daily avec elle. Et s'il n'est pas content, il le dit, quoi. Et il n'est pas content. Et d'ailleurs, la marque a beaucoup plus le droit à l'erreur, entre guillemets, dans le sens où on sait souvent que sur ce type de drop ou sur ce type d'activation, l'utilisateur final sait que c'est nouveau et va être beaucoup plus conciliant que, par exemple, Nike qui sort sa dernière collection où il y a des soucis techniques sur la collection en tant que telle, où là, il peut y avoir un gros bashing. Donc, il va vraiment y avoir la possibilité pour la marque, quand elle
elle se trompe sur un drop, quand il y a des erreurs, quand il y a des bugs techniques, quand il y a des problèmes de sécurité, de dire oui, on s'est trompé, on corrige vite, on réagit, on corrige, on s'est trompé. Et, par exemple, le dernier point aussi, c'est parce que ça revient à la mode comme si c'était aujourd'hui, mais quand on est dans le marketing, on sait que ça existe depuis un petit bout de temps, le User Generated Content. J'ai l'impression que ça avait été abandonné dans le Web 2 et que ça renaît dans le Web 3 comme si c'était nouveau. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez beaucoup? Oui, après, je dirais pas que dans le Web 3 pour le coup, dans le Web 2 même aussi, c'est une grosse tendance 2024. Oui, ouais, même de l'année dernière. Oui. Parce que c'est quelque chose, je me dis ça par rapport à Facebook où il y avait l'interaction et puis l'engagement de la communauté, ça existait déjà en fait. Oui, c'est vrai de la même manière. Oui, c'est vrai qu'on mettait pas le mot dessus, mais c'était déjà une forme du GC. C'était le même principe du GC. Mais sauf que là, on l'a labellisé, on a mis un type de compte en disant que c'était ça. Un terme marketing qui devient de plus en plus fourre-tout, je suis d'accord avec vous. Oui, effectivement. Mais oui, que ça soit... De toute façon, dans nos stratégies, l'activation d'influenceurs, que ce soit des micros ou des plus gros, c'est devenu indispensable. Maintenant, ça fait... que ça soit en Web 2, mais surtout en Web 3, il n'y a plus beaucoup de strat marketing où on ne met pas une dimension influenceur, que ce soit sur YouTube, sur X, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, justement, en fait, une question générationnelle? Vous qui devez donc créer des communautés et puis donc être justement un fer de lance d'un message, en fonction d'un projet, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, voilà, pour nous, Discord, c'est dans notre ADN. D'autres diront peut-être c'est du LinkedIn. Qu'est-ce que ça change en fait, le réseau social, et par rapport en fait justement à ces questions Web3, l'enjeu générationnel? Générationnel et le type de marque aussi, parce qu'effectivement, une grande marque de luxe, ça va être compliqué de lui expliquer qu'il faut qu'elle monte un Discord. Elle va tout de suite prendre peur et c'est normal, c'est pas forcément justement dans l'image et encore qu'il y en a qui l'ont fait et qui sont tentés à l'exercice. Qui l'a fait? Vous avez des noms? Il y a Gucci, par exemple. Sur des drops, ils avaient le relais, ils utilisaient le relais NFT, effectivement, des marques comme Gucci, tout à fait. Mais non, mais par rapport et pour revenir sur le générationnel, effectivement, les marques ont aussi bien compris que l'univers du Web3 et ces nouvelles plateformes, et pas que Discord, même on va dire le gaming centralisé, du Fortnite, du Roblox, c'était un bon moyen d'aller chercher les Gen Z très tôt. C'est leur avenir, du coup. On parle de 12-18 ans, enfin de 12-20 ans. Et quand des grosses marques vont faire des activations sur ces plateformes, on sait très bien derrière que c'est du placement produit, et c'est pour très tôt aller toucher le jeune utilisateur. Voilà. Et ces plateformes-là, d'ailleurs, sont de plus en plus ressemblent de plus en plus à des réseaux sociaux. Il y a des fonctionnalités qui ressemblent à du réseau social. Donc, Au niveau du générationnel, dans ces communautés donc, qui sont 12-18 ou 12-20, mais comment on les monte en fait? Comment on crée ces communautés? Là, vous expliquez comment en fait les animer, mais comment on va les chercher aussi au début? Il y a effectivement les grosses marques qui ont déjà, elles ont déjà cette communauté de hard fans qui a un besoin d'engager. Et eux, c'est assez facile d'aller les chercher et de les mettre sur des réseaux particuliers. Ils sont très demandeurs. C'est un bon moyen de les fidéliser, de leur donner des rewards en fonction de leur activité. Mais donc là, si je comprends bien, c'est une communauté qui existe, qu'on oriente, c'est ça? Oui, exactement. C'est une communauté qui existe, qu'on oriente. Alors, la marque va aussi aller chercher d'autres communautés avec d'autres leviers, mais ces grandes corpos, que ce soit de luxe, les Gucci, Nike, Adidas, enfin, c'est pas du luxe, mais grosses marques retail, elles ont des communautés très fortes de personnes avec qui elles ont envie d'engager. Donc, on a vu des initiatives où des collections entières sont créées avec ces personnes-là sur des Discord. Donc, mais une start-up, c'est un peu plus compliqué quand elle est... la start-up, c'est une toute autre logique parce qu'elle part de zéro. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où il va falloir créer de la croissance très rapidement. Là, par exemple, on est dans une période où le marché est très haussier. Et là, on voit arriver plein de projets où ils ont envie d'aller très, très vite en termes de KPI. Et c'est-à-dire qu'ils veulent un compte Discord de 10 000 personnes en 2 mois, le compte X, le compte Instagram. Ils veulent vraiment de la croissance, que ce soit en nombre de followers, en intégration qui va très rapidement. Là, c'est pas les mêmes techniques. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens qui vous demandent un Discord avec 10 000 personnes en 2 mois? On leur dit que c'est possible avec des techniques de viralité bien spécifiques au Web3, des airdrops, des programmes de fidélité, des concours. Donc, c'est possible. Par contre, ça va être une audience qui va être plus dure à monétiser derrière. C'est-à-dire qu'on va réussir à aller chercher ces gens rapidement, à des coûts
avantageux, mais à monétiser dans un second temps. Donc on fait du chiffre, en fait. Voilà, on fait du chiffre, mais c'est des gens qui viennent parce qu'il y a du gratuit, parce qu'il y a des NFT à gagner, parce qu'il y a des coins à gagner. Donc plus dur à monétiser dans un second temps. Et par contre, si on veut créer une communauté, et il faut le faire dans un second temps, peut-être avec des techniques plus organiques, des influenceurs, plus de contenu qualitatif, du white paper, des interviews, des lives, etc. Mais c'est là où on fait de la rétention. En fait, c'est un peu là où on arrive sur le côté, j'imagine, le love project, un peu, où on commence à garder des gens qui ont envie. Exactement. C'est la deuxième phase souvent sur ce genre de projet qui partent de zéro. Et donc, par exemple, pour rebondir là-dessus, sur ces startups qui arrivent, ou même les corpos, mais on va dire que ces jeunes sociétés qui montent le projet, l'erreur commune, en général, ou ce qu'elles appréhendent mal. Alors, on a compris que tout le monde ne savait pas bien faire son bailleur persona. Ouais, je vais le répéter, mais voilà, mais pour ceux qui ne l'avaient pas vu passer. C'est quoi un bailleur persona en une seconde, peut-être? Un bailleur persona, c'est en fonction, par exemple, prendre l'exemple d'un token, à qui est-ce que je vais m'adresser? Quel type d'investisseur va utiliser savoir à qui on parle. Savoir à qui on parle, ouais. Et il n'y en a pas qu'un, souvent il y en a 2, 3, 4, 5. Et ensuite, traduire ce buyer persona en stratégie marketing, où on fait des funnels, ce que nous on appelle dans notre jargon des funnels, où on parle par exemple du mot-clé ou de l'audience jusqu'à la transaction et l'achat final ou la souscription. Et du coup, la question justement d'Emilie Alice, la question de savoir justement, dès lors qu'on a... quelles sont les erreurs communes que vous voyez tous les jours par rapport à ça? Eh bien, effectivement, un plan marketing pas assez travaillé. Et je dirais... un des écueils, même pour ceux qui ont des budgets ou qui ont réussi à lever et qui ont un joli budget marketing, peut-être des contraintes qu'ils n'auront pas vues en avant et qui veulent faire, par exemple, du paid ou des campagnes d'influenceurs, des contraintes sur... on est encore dans une industrie qui est quand même pas mal blacklistée, notamment en termes de keywords ou des audiences. Et souvent, encore maintenant, il faut être très précautionneux sur... quand on fait des ads, notamment, il y a des mots-clés qu'on ne peut pas employer, des messages qu'on ne peut pas employer parce qu'on se fait bannir des plateformes. Voilà. Donc, cette dimension-là à prendre en compte. Disons un mot en fait des perspectives de vos métiers. On a vu ces dernières années la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va chambouler justement votre corps de métier? Est-ce que ça va du coup aider justement à mieux faire des campagnes marketing et peut-être éviter ces écueils? C'est déjà le cas. Enfin, ça, là, en un an, même avant, l'IA, en tout cas le concept d'automatisation dans les outils de paye notamment était déjà extrêmement intégré. Donc oui, nos métiers changent très très vite. Enfin, on est dans des industries qui changent très vite, mais là, il y a clairement une accélération. Et je dirais tant mieux pour le client, parce que ce qui se passe, c'est que les coûts baissent aussi. Un copywriter, un designer, on arrive à sortir plus de volume, on arrive à faire plus de création et avoir plus de volume à coût égal qu'avant. Donc, mais oui, nos métiers changent, clairement. J'ai l'impression de ce que vous dites, c'est que l'exécution va être facilitée par la machine, mais il y a un retour quand même de la matière grise ou ce besoin qui ne change pas quand justement on a besoin d'adresser quel public, quelle cible, d'accompagner le projet dans son... Pour l'instant, l'IA, elle en est encore loin. Je veux dire, alors après, vous pouvez demander à Chat de vous rédiger vos meilleurs personas et ça fait gagner du temps, clairement. Si vous prenez pas mal de temps avec vous, ça reste votre assistant, il va vous sortir des choses, une rédaction intéressante in fine. Donc, moi, je le vois vraiment comme un gain de temps, mais pas que dans nos métiers, comme dans plein de métiers. Et nous, on l'utilise beaucoup, on l'a processé en interne. Hâte de voir la suite, parce que ça va vite. Ouais. Vivian, question finale. Est-ce que vous êtes plutôt wild ou civilisé? La question piège. Plutôt wild. On garde cet ADN start-up très, très wild. Ouais, on est très wild à wild. Et tous les collaborateurs le sont, d'ailleurs, pour beaucoup. Et on garde cet esprit-là. Donc, c'est pas pour tout de suite la civilisation.